Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission, Les Grands Rendez-vous, une émission que vous avez déjà eu l'habitude de les suivre à chaque instant sur les ondes de la chaîne Etosa Télévision, Étoile Salvatrice Télévision et sur Merveille TV. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous êtes tellement nombreux avec une attention sympathique de suivre cette émission. Et puis nous vous disons, nous vous proposons nos excuses par rapport à la rediffusion de la même émission pendant une semaine. C'était juste dû au deuil de notre cher papa Quinta, le papa de notre réalisateur. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que nous avions rediffusé la même émission. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Ok, l'extension de la nécropole intéressée pour l'inhumation de notre très cher papa Kita Kalamba Joseph. Il a été très cher à nous. Il est toujours... Merci à notre partenaire, la pharmacie Medoc, sur la spécialité européenne. Vous avez un problème de médicaments, vous voulez avoir des médicaments qui viennent directement de l'Europe, n'hésitez pas à appeler dans ces numéros. Vous aurez tous les détails de la pharmacie Medoc, de la commune de Kalamou, quartier Matongé, avenue du Stade numéro 35. Voilà, aujourd'hui, le grand rendez-vous. Ensemble, nous allons partager, débattre sur l'enjeu actuel. Et la thématique d'aujourd'hui est intitulée « L'exploitation pétrolière et gazière, une opportunité économique ou un désastre écologique ». Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un ingénieur forestier, ingénieur Mafoutala Mikael, et ensemble et lui, nous allons débattre sur cette thématique. Bonjour ingénieur. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Tout doucement en tout cas. Et lorsque vous regardez l'émission Le Grand Rendez-vous, quelle est votre analyse par rapport à cette initiative?
En tout cas, c'est une initiative que j'ai salue personnellement. C'est une idée qui est vraiment encouragée, puisque ça nous donne aussi l'opportunité de pouvoir apporter une pierre à l'édifice et contribuer au développement du pays. Moi, quand j'ai appris que tu t'es lancé dans ces domaines, je me suis dit en tout cas que c'est une bonne chose pour nous, parce que ça va aussi permettre à ceux-là qui ont aussi besoin de se faire voir et de se faire connaître devant les publics, de pouvoir aussi sortir sur les médias et exprimer leurs idées et ensemble contribuer au développement socio-économique de notre pays. Voilà, avec l'expert en gestion des ressources naturelles, option eau et forêt, nous allons débattre sur cette question. Et sans plus tarder, dès l'entrée du jeu, cher ingénieur, d'abord, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, quel est votre aperçu climatique étant un ingénieur en gestion des ressources naturelles, option eau et forêt, en ce qui concerne le réchauffement climatique? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je tiens tout d'abord à vous remercier personnellement pour l'invitation. Oui. C'est pour moi vraiment un honneur de répondre à cette invitation et de venir aujourd'hui apporter aussi une pierre autour de ces sujets d'intérêt à la fois national et international, relatifs à la mise aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers en RDC. Alors, par rapport à mon aperçu climatique sur les réchauffements climatiques, je tiens tout d'abord à souligner un aspect, c'est que selon les rapports du GIEC, ces 270 dernières années ont été marquées par 2 temps forts, c'est-à-dire une forte industrialisation avec la révolution industrielle d'une part et une forte production de gaz à effet de serre dépassant même la capacité de notre planète à pouvoir absorber les CO2 émis issus, n'est-ce pas, des activités anthropiques d'autre part. Et cette accumulation de plus en plus accrue, n'est-ce pas, des gaz polluants dans l'atmosphère a contribué, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre à une élévation de la température moyenne au niveau mondial. Et ce qui impacte sur les réchauffements climatiques et toutes ces catastrophes naturelles auxquelles nous sommes soumis actuellement. Voilà un peu mon aperçu. Et pourquoi doit-on se soucier sur l'augmentation des degrés Celsius? Mais à quoi l'humanité peut se soucier de ça? Effectivement, c'est tout simplement dû aux conséquences auxquelles nous sommes déjà soumis. Et si rien n'est fait pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, ces émissions de gaz à effet de serre issues des activités anthropiques, eh bien, nous risquerons, n'est-ce pas, de faire face à des catastrophes beaucoup plus graves et irréversibles dans les jours à venir. Déjà, nous sommes en train de les vivre. Et si rien n'est fait pour réduire cela, eh bien, attendons-nous à probablement une disparition de notre planète. Bien évidemment, c'est un défi mondial, n'est-ce pas, de pouvoir contribuer à réduire, n'est-ce pas, sensiblement alors, les émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir maintenir, n'est-ce pas, l'équilibre climatique au niveau mondial. Et qu'est-ce qui cause alors ces réchauffements climatiques? Quelles sont les causes de ces réchauffements climatiques? Effectivement, la principale cause au fait, des émissions de gaz à effet de serre n'est rien d'autre que les activités anthropiques. Ce sont les activités anthropiques qui sont principalement responsables de ces émissions de gaz à effet de serre, ce qui conduit, n'est-ce pas, au réchauffement planétaire et aboutit, n'est-ce pas, au changement climatique et à tous ces désastres auxquels nous sommes soumis actuellement. Et lorsque vous parlez des activités anthropiques, qu'est-ce que cela veut dire? Bien évidemment, l'usage des énergies fossiles, les industries, les usines, les déchets et toutes ces activités autour. Vous remarquerez avec moi que nous conduisons des véhicules qui sont propulsés à l'essence ou au gasoil. Nous cuisinons au bois, au charbon et tout ça. Au-delà de ça aussi, n'est-ce pas, nous cuisinons, au-delà de ça, nous travaillons également la terre. Et toutes ces activités, notamment l'agriculture, contribuent, n'est-ce pas, à la libération, n'est-ce pas, des protoxydes d'azote, les N2O, ce qui contribue également à la flambée, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre au niveau mondial. Au-delà de ça aussi, la production des mousses synthétiques et autres libère non seulement d'importantes quantités de chlorofluorocarbone qui non seulement piègent de la chaleur au niveau atmosphérique, mais aussi détruisent, n'est-ce pas, la couche d'ozone troposphérique qui entoure la Terre. Et toutes ces activités-là vont tout simplement
contribuer à l'augmentation de la température au niveau mondial et nous exposer à toutes ces catastrophes auxquelles nous faisons face. Et comme cette émission des gaz à effet de serre va augmenter la température, les quelques degrés Celsius, et quelles sont alors les conséquences qui seront survenues face à cette augmentation des températures? Évidemment, les conséquences sont énormes et nous sommes déjà en train de les vivre actuellement. Il s'agit entre autres des perturbations saisonnières, les inondations ça et là, les sécheresses beaucoup plus longues, la désertification, la baisse, n'est-ce pas, de rendement agricole, les crises alimentaires, n'est-ce pas, la fonte des glaces polaires entraînant bien évidemment une élévation du niveau des mers et aussi, n'est-ce pas, la destruction des écosystèmes forestiers. Et tout cela sont tout simplement des conséquences au fait, liées au changement climatique. Et lorsqu'on parle des changements climatiques, est-ce que ces derniers ont aussi un impact sur les pays nordiques, là où il y a plein de glace? Évidemment, évidemment, je l'ai souligné tantôt. Les pays nordiques où nous retrouvons d'énormes quantités de glace, une fois qu'il y a une augmentation des températures au niveau mondial, cela entraîne ce qu'on appelle la fonte des glaces polaires. Et cette fonte des glaces polaires a pour conséquence, n'est-ce pas, d'augmenter, n'est-ce pas, les niveaux des mers, ce qui entraîne bien évidemment les inondations et autres catastrophes naturelles. J'espère que vous êtes au moins au courant de tout ce qui se passe en Occident et les Philippines et autres. Hein, on assiste presque chaque saison, n'est-ce pas, à des inondations extrêmes, voire même des pertes en vies humaines aussi qui sont enregistrées. Donc c'est un peu ça. Tout ça, ce sont les conséquences au fait de cette flambée de la température au niveau mondial. Ok, comme vous aimez cette émission, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Etosa Télévision, Etoile Salvatrice Télévision. Vous allez retrouver toutes les émissions du grand rendez-vous. Voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que pour faire sortir cette population de cette précarité, la RDC ou le gouvernement a cette impérieuse décision, soit c'est vraiment important ou absolu d'exploiter les ressources pétrolières? Vous pensez cela? Merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment pertinente. Vous savez, messieurs les journalistes, les ressources naturelles telles qu'elles sont là, elles doivent être source de développement. Nous sommes en train de parler d'une question à caractère économique et environnemental au même moment. La RDC est classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Et ceux qui sont, n'est-ce pas, censés faire ces classements, ce sont les Occidentaux. Ils sont les premiers à dire que nous faisons partie de ces pays-là qui sont vraiment à la queue en termes de développement. Bien sûr, nous endossons cela, mais que faut-il faire alors pour sortir de cette précarité? Nous devons exploiter nos ressources. Messieurs les journalistes, les ressources naturelles ne sont pas là comme des ornements à contempler. Nous devons les exploiter. Un pays sérieux ne peut pas fonctionner avec des dons comme un orphelinat, s'il vous plaît. Nous devons exploiter nos ressources. Et aussi, au-delà de ça, il y a cette question d'équité et de justice sociale. L'Afrique aussi a le droit de se développer, bien évidemment au même titre que le continent américain et occidentaux et européens. Vous comprenez? Donc, nous estimons que face à cette précarité, n'est-ce pas, à laquelle est soumise la population congolaise actuellement, cette décision qui a été prise par le chef de l'État est une opportunité économique pour nous. La RDC à pouvoir non seulement valoriser les ressources en hydrocarbures que nous disposons, mais aussi de contribuer tant soit peu au développement socio-économique du pays. Bien évidemment, les implications écologiques et environnementales ne manqueront pas. Mais nous ferons de notre mieux pour minimiser, n'est-ce pas, les effets néfastes et renforcer les impacts positifs. Dans tous les cas, les Occidentaux ne sont pas des modèles sur le plan environnemental, puisque si nous sommes en train de parler des changements climatiques aujourd'hui, ils en sont, n'est-ce pas, responsables. Parce que ce sont eux qui ont commencé avec le développement industriel. Ils ne sont pas pour autant des modèles. Ils n'ont aucune leçon à nous donner là-dessus. L'Afrique est faiblement émettrice, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre. Au-delà de ça, la RDC est comptée parmi les pays africains ayant un faible taux d'émission de gaz à effet de serre.
D'ailleurs, sa biodiversité absorbe plus de CO2, n'est-ce pas, qu'elle n'en émet. Ce qui fait que le pays apparaît, n'est-ce pas, ce qui fait que la RDC dispose, n'est-ce pas, d'une empreinte écologique relativement faible comparativement aux pays, n'est-ce pas, occidentaux. Vous comprenez avec moi que face à tous ces enjeux mondiaux auxquels nous faisons face actuellement, d'un côté, c'est la guerre à l'est du pays. Cette guerre doit être financée économiquement. Parce que vous savez avec moi que pour gagner la bataille, on ne vient pas seulement avec des discours, il faut avoir les moyens. On a besoin, n'est-ce pas, des moyens suffisants pour pouvoir renforcer, n'est-ce pas, nos groupes armés qui sont à l'est. Ça demande les moyens, bien évidemment. Et les pays aussi ont besoin de se développer, n'est-ce pas? Donc, les Occidentaux, en tout cas, ils n'ont pas de leçons à nous donner là-dessus. Parce que si nous sommes aujourd'hui exposés à toutes ces catastrophes, c'est à cause d'eux. Au-delà de ça, nous pensons et nous estimons d'ailleurs que s'ils estiment que cette décision, n'est-ce pas, ne les arrange pas, c'est tout simplement parce qu'ils considèrent l'Afrique ou encore la RDC comme étant leur réserve. C'est-à-dire, ils préfèrent exploiter alors à grande échelle leurs ressources en se disant que si jamais aujourd'hui nos ressources s'épuisent, nous allons recourir, n'est-ce pas, en Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, c'est de la RDC dont on parle particulièrement. Donc pour eux, la RDC, c'est comme une réserve, un réservoir, n'est-ce pas, des ressources naturelles et auxquelles ils peuvent, n'est-ce pas, venir et puiser selon leur consentement sans toutefois s'inquiéter de quoi que ce soit. Alors lorsqu'ils apprennent que la RDC veut prendre, n'est-ce pas, les choses en main et exploiter ces ressources, ils en font, n'est-ce pas, toute une histoire au niveau international. Mais vous ne pensez pas que la RDC comme poumon de la respiration mondiale, et aujourd'hui avec l'exploitation pétrolière, est-ce que n'aura-t-il pas d'impact sur nos forêts? Bien évidemment. Soit sur la position que la RDC est par rapport à cette respiration mondiale. Vous savez, messieurs les journalistes, ouais. La RDC, avant d'être pays solution sur les plans climatiques au niveau mondial, elle se veut d'abord d'être pays solution pour la population congolaise elle-même. On ne peut pas servir les autres sans toutefois se servir soi-même. Un dicton dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Que voulez-vous? J'ai une série de questions, si vous me permettez. J'aimerais au moins m'adresser aux ONG internationales et plus particulièrement à l'ONG Greenpeace qui ne cesse de faire, n'est-ce pas, couler beaucoup d'encre et salive autour de cette question. J'aimerais un peu m'adresser à eux, s'ils peuvent au moins répondre, n'est-ce pas, à mes préoccupations, à l'issue desquelles nous pourrons alors voir, n'est-ce pas, s'il faudrait, n'est-ce pas, revenir en arrière sur la décision du chef de l'État ou alors si nous devons l'encourager à aller de l'avant. Vous me permettez, monsieur le journaliste? Oui. Merci beaucoup. D'abord, la première question, j'aimerais savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que la RDC a déjà gagné jusqu'ici en termes de développement en protégeant, n'est-ce pas, son environnement? Au-delà de ça, la RDC, les différentes aires protégées de la RDC, particulièrement le parc national de Virunga, sont actuellement des sanctuaires des groupes armés incontrôlés et terroristes. Que fait Greenpeace là-dessus? Au-delà de ça, quel plaidoyer avez-vous déjà entrepris, n'est-ce pas, auprès des grands pollueurs occidentaux afin qu'ils viennent, n'est-ce pas, compenser en valeur réelle, n'est-ce pas, la protection de la biodiversité en RDC? Dites-moi, toutes les grandes économies du monde exploitent les énergies fossiles, avec en tête les États-Unis d'Amérique qui actuellement, n'est-ce pas, a une capacité de production de 11 millions de barils par jour, s'il vous plaît, de pétrole. Vous vous rendez compte? Et l'Agence américaine de l'énergie prévoit, n'est-ce pas, de tripler cette production d'ici 2030. Que fait Greenpeace là-dessus? Dites-moi un peu. Alors, doit-on continuer dans la logique où les grands pollueurs occidentaux s'enrichissent en détruisant, n'est-ce pas, l'environnement et les protecteurs africains sans indemnisation continuent, n'est-ce pas, à s'appauvrir davantage, n'est-ce pas, par l'inexploitation de leurs ressources en hydrocarbures du sol et du sous-sol? C'est inacceptable, n'est-ce pas? C'est vraiment inacceptable. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que Greenpeace nous propose de concret si aujourd'hui la RDC décide
de ne pas exploiter ces ressources en hydrocarbures du sol et du sous-sol. Qu'est-ce que Greenpeace nous propose de concret alors? On est venu là, à la COP26, nous étions là. Qu'est-ce que nous avons gagné, nous, la RDC? Sur le plan financier, on n'a rien gagné. On nous parle de 500 millions de dollars. Mais est-ce que nous avons vu ça? 500 millions de dollars par rapport au potentiel en ressources forestières dont dispose la RDC. C'est insignifiant, s'il vous plaît. C'est insignifiant. C'est rien du tout. Donc, moi, je pense que le pays doit apprendre maintenant à s'imposer. Non seulement à imposer sa vision, mais aussi ses priorités. Et arrêter de s'accommoder, n'est-ce pas, aux différentes tendances des bailleurs des fonds, des partenaires technico-financiers et les ONG internationales. À vouloir toujours, n'est-ce pas, suivre leur ligne de conduite. Nous sommes un pays indépendant et si nous le sommes en réalité, nous devons prendre les choses en main et dire ce que nous voulons faire de notre pays. Sinon alors, eh bien, nous continuerons toujours à nous contenter des miettes que les Occidentaux seront en train de nous envoyer. Et au-delà de ça, vous pensez que quand ils viennent pour nous financer dans tel ou tel projet, ils ne retirent pas cela? Non, 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 non. Les Occidentaux, quand ils vous donnent à droite, ils vous retirent à gauche. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Nous savons tout ce qui se passe. Et toutes ces ONG environnementales qui font des bruits autour de cette question, ils sont sous-traités par les grands pollueurs occidentaux. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre là-dessus? Voilà, voilà. S'il vous plaît, vous avez parlé des effets néfastes sur l'environnement, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est une voie absolue pour sortir cette population de la précarité? D'abord, est-ce que vous avez aussi pensé au problème de la gestion financière de cette... Quelles seront alors les retombées de cette exploitation sur la population? Merci beaucoup pour la question. Donc, nous estimons qu'à l'issue de ce projet d'exploitation des blocs pétroliers et gaziers, qui est un projet énorme, aux retombées socio-économiques importantes, entre autres notamment la création d'emplois pour le peuple congolais. Au-delà de ça aussi, il y a ces opportunités, n'est-ce pas, d'investissement qui s'ouvrent, n'est-ce pas, non seulement aux investisseurs étrangers, mais aussi aux nationaux, parce que le secteur de l'énergie a été libéralisé depuis 2014. Et vous remarquerez avec moi que sur l'ensemble de la population congolaise, qui est actuellement estimée à près de 100 millions d'habitants, 9% seulement a accès à l'énergie. Donc vous comprenez avec moi que ce projet vient donc ouvrir un grand chantier où ceux qui estiment avoir les moyens peuvent se lancer dessus. N'est-ce pas? Pourquoi pas se lancer dans des projets de microcentrales, n'est-ce pas, hydroélectriques, des micro-barrages et autres. Ça pourra bien évidemment contribuer au développement socio-économique du pays. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le pays a un énorme potentiel, n'est-ce pas, en énergie fossile. Et cela pourrait, n'est-ce pas, contribuer aussi au développement socio-économique du pays. Mais la plus grande problématique revient autour de la gestion financière de cet argent qui sera issu de ces projets. Pourquoi? Parce que, d'une part, nous sommes en train de nous lancer sur un terrain. Et les autorités nous disent que cet argent va servir au développement socio-économique du pays. Mais dites-moi, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir garantir, bien évidemment, le développement socio-économique de la population là-dedans? Il faudrait prévoir, bien évidemment, un plan de partage des bénéfices. Comme ça, la population saura que non, voilà, ma part est d'autant, la part du gouvernement, elle est d'autant, et la part des investisseurs, elle est d'autant. Vous comprenez? Puisque les autorités sont là, nous savons bien évidemment que dans ces pays, les choses évoluent, n'est-ce pas, au gré des vagues. Les autorités sont là, quand ils veulent se lancer derrière un projet, on brandit, n'est-ce pas, le bien-être de la population autour. Mais une fois l'argent encaissé, eh bien, c'est pour répondre aux besoins individuels de tout un chacun. Et d'autant plus que les élections approchent. Moi, je crains que cet argent puisse non seulement servir au bien-être de la population, mais que cela aille plutôt financer les élections des uns et des autres au détriment de la population. Donc c'est plutôt autour de cette question que nous devons réfléchir abondamment. Essayer de mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs
où on pourrait retrouver autour les experts des différents ministères concernés, les acteurs de la société civile environnementale, les industriels, les chercheurs aussi, afin de pouvoir réfléchir, épuiser, n'est-ce pas, la réflexion autour de cette question, avant de pouvoir s'engager cette fois-là à l'exploitation des ressources proprement dites. Parce que jusque-là, nous ne sommes qu'à la phase de prospection. Il n'y a rien de grave là-dessus. Nous devons connaître les potentiels que nous disposons en énergie fossile. Et alors, on pourra cette fois-là envisager, n'est-ce pas, les mettre en exploitation. Je ne vois pas pourquoi cela peut faire couler beaucoup d'encre et salive pendant que nous ne sommes qu'à une phase de prospection. Dès lors qu'on pourra, n'est-ce pas, entamer la phase d'exploitation, à ces moments-là, eh bien, il faudra se mettre autour d'une table, évaluer les enjeux, les risques et les opportunités et ensuite s'engager, n'est-ce pas, dans ce projet. Donc voilà un peu ma lecture autour de... Voilà, je suis avec, je vous avais promis que c'est l'expert en foresterie et avec lui, nous sommes toujours là en train de débattre sur ces sujets. Je vous supplie toujours de continuer à vous abonner massivement sur notre chaîne Ethos Télévision. Je dis merci à notre partenaire, la pharmacie Medoc, la spécialité européenne sur l'avenue du stade numéro 35 commune de Kalamou, quartier Matongé. Voilà, cher ingénieur, j'aimerais maintenant que vous ayez un aperçu sur l'aspect environnemental. Quelles sont alors les alternatives que vous pouvez proposer simultanément pour ne pas causer des effets néfastes sur nos forêts? Parce que la RDC doit garder toujours son standing étant les pays solutions climatiques. Donc nous ne pouvons pas exploiter nos ressources pétrolières tout en détruisant nos forêts. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut dire la vérité, l'Amazonie est dans son déclin. C'est maintenant la RDC qui prend le relève. Est-ce qu'il y a-t-il des alternatives que vous pouvez nous proposer pour atténuer ou soit réduire ces effets néfastes lors de l'exploitation pétrolière? Bien, merci beaucoup pour la question. Bien sûr, les alternatives, il y en a. Tout d'abord, il faudrait savoir que avant de s'engager dans tout projet, n'est-ce pas, pouvant avoir des conséquences sur l'environnement, il y a tout d'abord des études d'impact environnemental et social qui doivent être menées. Alors, c'est à l'issue de ces études que nous saurons si le projet pourrait alors porter atteinte à l'environnement et sans laquelle, n'est-ce pas, les mesures de mitigation ne sauraient être efficaces. Donc, la première des choses qu'il faudra faire, c'est de pouvoir mener, n'est-ce pas, des bonnes études d'impact environnemental et social, assorties bien évidemment des plans de gestion environnementale et sociale qui seront cette fois-là approuvés par le ministère de l'Environnement. Ça, c'est la première des choses à faire en amont. Et au-delà de ça, lorsque nous allons arriver à la phase, n'est-ce pas, d'exploitation du pétrole proprement dit, il faudra bien évidemment mettre à contribution les techniques beaucoup plus performantes. C'est-à-dire, n'est-ce pas, éviter de polluer l'environnement n'importe comment, limiter, n'est-ce pas, les besoins en chaleur, n'est-ce pas, ne pas gaspiller de l'énergie n'importe comment. Là-dessus, les ingénieurs pétroliers, les ingénieurs civils sont mieux outillés par rapport à moi pour vous expliquer quelles sont les méthodes, n'est-ce pas, de forage du pétrole appropriées dans ces contextes pour pouvoir minimiser, n'est-ce pas, les impacts environnementaux. Dans tous les cas, rassurez-vous, les risques zéro n'existent pas. Les impacts, il y en aura. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir minimiser cela autant que possible et renforcer les impacts positifs. Parce que, rassurez-vous que l'exploitation du pétrole brut, n'est-ce pas, génère bien évidemment des pollutions environnementales lors de son extraction, de son transport et de son utilisation. Au-delà de ça aussi, cela participe à la production des gaz à effet de serre, ce qui impacte sur le réchauffement climatique. Donc les impacts environnementaux ne manqueront pas, mais il faudrait que des préalables soient pris en compte, bien évidemment, en amont et en aval. Et si vous me permettez, je pourrais bien évidemment essayer d'énumérer quelques préalables afin de pouvoir, n'est-ce pas, atténuer tant soit peu les risques environnementaux qui pourraient être engendrés, n'est-ce pas,
lors de la mise en œuvre de ces projets. En amont, bien évidemment, il faudrait tout d'abord penser à mettre en place, n'est-ce pas, des études d'impact environnemental et social telles que je les ai dit. Au-delà de ça, il faudra aussi appeler tous les acteurs, c'est-à-dire ne pas seulement se limiter à une certaine catégorie. Pourquoi? Parce qu'un projet, ce projet bien évidemment d'exploitation du pétrole et du gaz méthane en RDC, c'est un projet, n'est-ce pas, pouvant engendrer, n'est-ce pas, d'importants impacts, n'est-ce pas, écologiques et socio-économiques importants. Alors, un projet d'une telle envergure ne saurait, n'est-ce pas, être un domaine réservé de quelques technocrates, encore moins des politiques. Puisque les politiques, ils peuvent bien parler, ils peuvent bien crier, mais ils n'ont pas la matière en main. Laissez la chose aux scientifiques. Associer les scientifiques là-dedans. Comme ça, ils pourront au moins faire des projections et au besoin apporter aussi leur contribution afin de pouvoir limiter, n'est-ce pas, les impacts autour, n'est-ce pas, de ce projet d'exploitation des blocs pétroliers et gaziers. Au-delà de ça aussi, il faudra aussi tenir compte des populations locales, bien évidemment, qui pourraient être, n'est-ce pas, autour de ces concessions pétrolières et gazières, afin de ne pas, n'est-ce pas, les exposer à des risques environnementaux extrêmes, d'autant plus qu'elles sont déjà vulnérables. C'est-à-dire qu'il faudrait consulter les populations pouvant être affectées par ce projet et au besoin prévoir déjà une certaine indemnisation en cas de dommages, n'est-ce pas, pouvant être enregistrés dans ce sens. Donc, il faudrait, bien évidemment, promouvoir aussi une approche participative surtout. Ne pas se réserver, n'est-ce pas, ou ne pas exclure une certaine catégorie pour dire que non, voilà, et quand ils viennent, c'est toujours pour critiquer. Non, 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 non. Il faudrait que tout le monde soit informé, que tout le monde apporte, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice avant de pouvoir s'engager, n'est-ce pas, dans ce projet. Et de ces faits, il faudra que les études soient menées au préalable. Et nous avons su le ministre des hydrocarbures en France en train de dire que ces projets, d'abord ici en RDC, nous exploitons le pétrole à 4,5% et 95,5%. Le pétrole n'est pas exploité et puis les 95,5%, s'il faut l'exploiter, sera équivaut à 16 milliards de barils. Le potentiel pétrolier du pays mis en avant au moment où la guerre en Ukraine fait exploser le prix du baril. Une reconfiguration du marché pétrolier est en cours. Comment la RDC compte-t-elle en tirer profit avec ses hydrocarbures? Pour en parler, nous recevons Didier Boudimbou, le ministre des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les 28 et 29 juillet prochains à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais vont procéder à l'attribution de 16 blocs pétroliers répartis sur 3 bassins sédimentaires du pays. Quels objectifs souhaitez-vous atteindre avec cet appel d'offres? Déjà, au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, par rapport à tout ce qu'il a comme potentiel au niveau des hydrocarbures, le tout n'est exploité qu'à 4,5%. Donc, il y a 95,5% à exploiter. Demain, après-demain, déjà par rapport aux blocs pétroliers qu'on va mettre pour attribution, ça vaut presque 600 000 milliards de dollars. En termes numéraires, en termes d'argent. Donc si on y arrive, on sera peut-être le deuxième producteur du pétrole en Afrique. C'est ça l'objectif, devenir un géant des hydrocarbures en Afrique? C'est ça l'objectif et je pense qu'on va l'atteindre parce que le potentiel qu'il y a là, à tous les niveaux, je pense que c'est vraiment important et on va l'atteindre. Et ce qui est équivaut à 600 milliards de dollars américains. Voilà. Et ça, c'était juste une précision. Cher ingénieur, s'il faut voir d'un côté les bouleversements climatiques, avec tant de conséquences dévastatrices lors de cette exploitation pétrolière. Et de l'autre côté, là c'est sans doute l'économie de notre pays peut être boostée s'il y a une bonne gestion. Et puis il y a une question alors. Si c'était à refaire, avant que les chefs de l'État prennent cette décision, quel sera votre conseil que vous puissiez donner au chef de l'État avant cette prise de décision, étant un ingénieur forestier, à cette matière ou à cette décision de l'exploitation
pétrolière en RDC? Merci beaucoup pour la question. À mon avis, en tant qu'ingénieur forestier, j'aurais souhaité ou j'aurais conseillé au chef de l'État d'entrer en contact avec les acteurs clés du domaine. Parce que c'est vrai que les politiques, ils évoluent beaucoup plus dans une logique commerciale et ils voient de l'argent. Mais en tant que scientifique, on voit aussi quelles sont les conséquences à moyen et à long terme. Donc, j'aurais suggéré, ou alors je suggère au chef de l'État de pouvoir multiplier alors les séances de consultation avec les différents acteurs clés afin d'être suffisamment outillés et informés autour de la question. C'est alors qu'il pourra alors décider si oui ou non on doit ou on devra mettre en exploitation ces concessions pétrolières et gazières. Nous estimons que le chef de l'État, c'est lui qui détient la clé, comme on dit, et le bic rouge. Alors, c'est à lui que revient la dernière décision. Mais nous, en tant que chercheurs, nous proposons à ce que le chef de l'État puisse entrer en contact avec les différents experts. Quand je parle des experts, je vois les experts des différents ministères concernés, les ministères de l'Environnement, des hydrocarbures, de l'énergie et consorts. Aussi, les acteurs de la société civile environnementale qui travaillent autour de la thématique énergie. Au-delà de ça aussi, entrer en contact avec les différents industriels et les compagnies pétrolières pour chuter aussi, n'est-ce pas, avec la catégorie des chercheurs. Parce que les chercheurs, ce sont eux, n'est-ce pas, qui nous disent réellement ce qui est à venir. Vous voyez, parce qu'eux, ils ont, n'est-ce pas, la science entre leurs mains. Donc, c'est à eux qu'il revient de donner au chef de l'État les recommandations, n'est-ce pas, perspicaces avant de pouvoir s'engager dans la phase d'exploitation des blocs pétroliers et gaziers. Voilà, nous sommes arrivés. Des annonces. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre. C'est vraiment une thématique. Vu le temps, l'ingénieur a essayé d'expliquer d'une manière brève, mais aussi profonde, en ce qui concerne l'exploitation, cette décision que le chef de l'État vient de prendre sur l'exploitation des ressources pétrolières en RDC, qui est une voie de booster aussi notre économie afin que la population, la vie de la population ou les conditions socio-économiques de la population soient vraiment assurées. Voilà. Je dis merci à Maman Benita Bentoumou, l'initiatrice, la coordonnatrice de cette fondation, Fondation Etosa. Merci Maman Benita. Et je dis encore merci à tous les ingénieurs. Je sais que vous êtes tellement nombreux que nous ne pourrons citer les noms ici. Je vous dis sincèrement merci. Continuez à suivre votre émission. Soyez toujours branchés. Nous sommes toujours ensemble avec vous. Et pour chuter, chers ingénieurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette décision que le chef de l'État vient de prendre sur l'exploitation pétrolière? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, essayez de retenir que c'est une décision courageuse et qui me suit également à la maison. Et au-delà de ça aussi, je salue tous mes compatriotes et bien évidemment mes compagnons de lutte qui me suivent de près ou de loin. Je les salue en passant et très ravi en tout cas. Nous espérons que très prochainement, nous serons encore ici pour traiter d'une autre thématique. Voilà, ça a été vraiment un réel plaisir de partager dans ces mêmes plateaux avec l'ingénieur Mafutala Michael, un expert en foresterie. Laisse-moi souligner que c'est un ingénieur issu de l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences agronomiques, département de gestion des ressources naturelles et options eau et forêt. Voilà, avec moi, je vous retrouve la semaine prochaine, ou soit la semaine dans l'émission prochaine, avec l'ingénieur Yannick Massé.